Bonsoir à tous et toutes, merci d'être venus aujourd'hui. Donc notre après-midi sur le féminisme encore, pourquoi, va se terminer avec notre table ronde. On va donc échanger avec nos trois intervenantes. Donc je vous rappelle qui elles sont pour les personnes qui sont arrivées peut-être un peu plus tard. Donc on a Alice Clapel, tout de suite on va commencer comme ça, ce sera plus simple, qui est vidéaste et autrice d'un livre écrit en anglais qui s'appelle Collapse Feminism. À côté, on a donc Laure Régnier, qui est référente pour l'Observatoire de l'égalité, qui sortira prochainement. Je ne sais pas si on en parle ou pas. On peut en parler, donc elle sortira un livre. L'égalité femmes-hommes dans l'information et les stratégies de valorisation du féminin. Voilà. Et à côté de Laure Régnier, on a donc Inès et Chloé, qui sont présentes et qui représentent aujourd'hui l'association des BSP, mais aussi connue sous le nom de Dis bonjour sale pute, et qui a notamment évidemment travaillé sur le terrain autour de la question du sexisme de rue et du harcèlement fait aux femmes dans la rue et dans l'espace public. M'arrêtez si je me trompe. C'est tout. On enchaîne là sur les questions. Alors certaines questions s'adresseront à Alice Clapel, mais évidemment on a pensé les choses un peu de manière autour, donc n'hésitez pas aussi à rebondir s'il y a quelque chose qui vous fait penser à ce qu'on vient de dire. Faut pas hésiter, la parole est complètement libre aujourd'hui. La première question c'était pourquoi écrire Collapse Feminism en 2023, tout simplement, et pourquoi passer du format vidéo au format papier, que ça soit physique ou numérique. Alors Collapse Feminism en 2023, je pense que justement c'est d'autant plus intéressant qu'on a vu de plus en plus de rapports où moi personnellement sur les réseaux sociaux je vois quand même un certain backlash comme on dit qui s'organise, qui s'intensifie, qui se diversifie aussi dans les méthodes. C'est intéressant de voir sur les réseaux sociaux comment justement des personnes plutôt avec des idées, des idéologies réactionnaires vont utiliser les techniques des réseaux sociaux aussi pour répandre leurs idées plus rapidement. Que ça se fait à la fois dans les sphères politiques, mais aussi dans les sphères plus lifestyle, comme on dit, qui est quand même le gros des réseaux sociaux, c'est plus le mode de vie au-delà de la politique. Donc c'est intéressant de regarder à ce médium-là, parce que c'est un médium à travers lequel le sexisme se répand, se propage, de nouvelles façons, etc. Donc moi, c'était vraiment mon objectif, c'était d'utiliser les réseaux sociaux comme base, comme source première, pour ensuite montrer comment le sexisme évolue. C'est pas le sexisme qu'on voyait avant, parfois c'est plus subtil, c'est des façons différentes, parfois c'est beaucoup plus raw comme on dit en anglais, donc beaucoup plus brut, beaucoup plus on met plus des gants comme on pourrait dire, et voilà. Et pourquoi version papier? La version honnête, c'est on m'a contacté, on m'a envoyé un DM sur Insta pour me dire si je voulais écrire un livre, et j'ai dit oui, c'est parti, on y va. Mais après, c'est vrai qu'en y réfléchissant, le médium papier, c'est intéressant parce que je peux vraiment prendre le temps de vraiment exposer mes idées et tout ça. Et surtout, ce qui était vraiment agréable, c'est de ne pas avoir cette pression de est-ce que la vidéo elle va bien marcher, quels termes je peux utiliser, je peux pas utiliser, parce que par exemple sur YouTube, il faut savoir que tous les termes autour de la sexualité, même sexe par exemple. Si on dit sexe trop souvent pendant la vidéo, ça peut poser problème. Si on dit trop vite au début de la vidéo, pareil, apparemment il faut attendre un certain nombre de secondes ou de minutes avant de pouvoir prononcer ce mot. Et je pense que c'est une expérience que vous devez avoir en commun aussi sur l'usage des réseaux sociaux, c'est qu'en fait on doit vraiment faire attention à comment on parle, ce qu'on met en avant, ce qu'on met pas en avant. Et là pour le coup, avec la version papier, c'est vas-y, freestyle, tu peux faire ce que tu veux, t'écris ce que tu veux, bon, dans la limite du raisonnable bien sûr. Mais et c'était vraiment libérateur le nombre de fois où je me suis dit ah non, je peux pas utiliser ce terme. Ah bah si, en fait, j'ai le droit, c'est un bouquin. Et ça fait peur en vrai quand j'en rigole, mais c'est terrifiant. Donc je pense que ouais, c'est pour ça. Et au niveau des intervenantes associatives, par rapport à ce que vous avez pu observer au niveau de l'évolution et la notion de féminisme depuis ces 5 ans, est-ce que vous avez vu une évolution, un changement? On peut y aller ? Vas-y. Okay. J'ai juste des notes parce que j'ai pas une mémoire qui est très efficiente. Donc la réponse est oui, on a vu une évolution. Alors déjà, en janvier, il y a le rapport sur l'état des lieux du sexisme en France qui est sorti et qui montre en fait qu'il y a eu un très gros clivage qui est en train de se créer, notamment sur la tranche d'âge 15 ans jusqu'à 34 ans.
Les femmes, en fait, sont de plus en plus amenées à, on va dire, se déconstruire, même si ce terme, il est un peu limite, mais en tout cas, il peut faire débat. En tout cas, elles sont de plus en plus à vouloir s'émanciper des normes patriarcales, en fait. Et de l'autre côté, on a les garçons, les hommes, qui, eux, sont de plus en plus en train d'avoir des attitudes et des comportements réactionnaires et conservateurs. Et donc là, ce rapport, je vous invite à lire, enfin, il fait 75 pages, un truc comme ça, c'est très sourcé, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. J'ai noté quelques chiffres, en fait, qui sont assez parlants. C'est le Haut Conseil de l'égalité. Oui, c'est ça, le Haut Conseil de l'égalité. Vous le trouvez sur Internet, il est téléchargeable sans aucun souci. Il est gratuit, il n'y a pas de souci. En tout cas, les chiffres que moi j'ai notés, donc il y a 92% de la population qui considère que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même manière dans au moins une des sphères de la société. Donc là-dessus, ça fait consensus quand même entre les hommes et les femmes. Il y a 9 femmes sur 10 qui ont déjà renoncé à des actions ou modifié leur comportement pour ne pas être victimes de sexisme. 40% des hommes de 15 à 34 ans considèrent qu'il est difficile d'être un homme dans la société actuelle. Je trouve ce chiffre intéressant aussi parce que on entend de plus en plus d'hommes dire qu'ils peuvent plus rien dire, que le rapport aux femmes est devenu compliqué, que c'est plus possible de draguer, que c'est tout de suite considéré comme du harcèlement, ou qu'ils peuvent plus rien faire parce que sinon ils vont être accusés d'agression sexuelle. Moi, ce chiffre que j'y vois, c'est qu'en fait, les hommes sont aussi victimes du patriarcat et de ce que la société attend d'eux, et qu'ils n'ont pas trouvé d'espace, en fait, où pouvoir exprimer ce sentiment-là de peur et d'insécurité, parce que dans l'éducation, dans la société, les hommes, en fait, ils sont construits pour être forts, pour tenir la famille, tenir le couple, d'avoir de l'argent. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi une souffrance pour eux. Et il y a un travail à faire là-dessus, que les masculinistes, par exemple, eux, ils vont complètement à l'inverse de ça. C'est vraiment retourner à quelque chose de très, très, très viril. Et les hommes vont il y a des hommes qui vont se retrouver là-dedans. Donc ça, c'est les hommes qui ne se sentent pas bien dans la société actuelle, qui vont plutôt se tourner vers ces masculins sur les réseaux sociaux. Dans les chiffres, on a 68% des hommes qui estiment qu'ils doivent protéger les femmes. Alors de qui ? La question est posée. 58% des femmes pensent qu'on attend d'elles qu'elles fassent passer leur famille avant leur carrière professionnelle. Voilà, donc ça c'est. Alors ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elles veulent faire, mais en tout cas elles pensent que c'est ce qu'on attend d'elles. 37% des femmes ont vécu une situation de non-consentement. Ce qu'ils appellent situation de non-consentement, c'est une relation sexuelle qu'elles n'ont pas voulu, c'est une protection, genre un préservatif qu'elles ont voulu utiliser et que leur partenaire n'a pas voulu, c'est le retrait du préservatif lors de l'acte. Et dans le même temps, 23% des hommes reconnaissent avoir été l'auteur d'au moins une situation de non-consentement. Juste le nombre là c'est dit aussi, le nombre de violences sexuelles enregistrées a doublé entre 2017 et 2022. Il y en a donc en 2022 244 000 qui ont été enregistrées. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus. Par contre, ça veut dire qu'il y a plus de femmes qui portent plainte et qui relèvent ces agressions ou ces viols. Mais ce n'est pas le même homme qui agresse toutes les femmes. Donc voilà, le 23% d'hommes qui reconnaissent par rapport aux 37% de femmes qui ont subi une situation de non-consentement, il y a peut-être un manque d'honnêteté de la part des hommes. Et donc par rapport à l'évolution du féminisme, depuis MeToo, il y a quand même eu une grosse libération de la parole. MeToo, ça date de 2017. Après, il y a une libération de la parole. Est-ce qu'il y a une réception de cette parole ? La question se pose. On va dire que ça avance quand même. Et il y a un truc qui a beaucoup changé dans le militantisme, en tout cas au niveau du féminisme, c'est qu'il y a de l'intersectionnalité qui a été ajoutée. L'intersectionnalité, en fait, c'est un courant sociologique qui veut que toutes les luttes se rejoignent à un moment donné. Quand on est une femme, on n'est pas qu'une femme. On peut avoir une origine, on peut être lesbienne, on peut être porteuse de handicap. Une femme noire ne va pas vivre les mêmes choses qu'une femme blanche, en fait. Donc voilà, l'intersectionnalité, c'est le fait de dire que toutes les luttes, en fait, se valent et qu'il n'y a pas d'hierarchie. Ça permet aussi, dans le militantisme de terrain,
sur les manifs par exemple, d'aller se rejoindre sur les manifs antiracistes, sur les manifs LGBT, ça permet de réunir aussi plus de monde. Voilà. Moi, je rejoins complètement ce qui a été dit, et c'est vrai que le Haut Conseil à l'égalité, pour ça, c'est un outil formidable, parce que déjà, vous savez que la source est sûre, donc c'est rattaché directement au ministère, donc c'est fiable, et c'est vrai qu'on voit vraiment la dichotomie entre le discours public, qui est plutôt une bienveillance envers l'égalité femmes-hommes, et en fait, on voit que c'est passé complètement en sous-main sur les réseaux, et de manière totalement décomplexée, c'est-à-dire qu'on a des vidéos qui sont absolument inaudibles j'allais dire en lieu public, mais c'est public puisque c'est sur les réseaux, mais ça passe quand même en sous-main, où on dit des choses complètement sexistes, complètement inacceptables, y compris des incitations à la violence faite aux femmes. Et c'est vrai qu'il y a une grande étude qui a été faite aussi sur tous les messages postés sur les forums, etc. Il y a eu un basculement vers les sites de masculinistes beaucoup plus radicaux, et les propos sont beaucoup plus, j'allais dire, toxiques, entre guillemets, qu'auparavant. Donc c'est vrai qu'on voit que, et pareil, il y a une vraie différence entre les plus jeunes, alors qu'à partir de 34 ans, ça reste un petit peu, on voit qu'ils sont sensibilisés, même s'il y a un écart entre le ressenti des femmes et le ressenti des hommes. Les jeunes, on voit par exemple aussi, ils estiment qu'il faut plus vanter l'activité sexuelle, par exemple, ces performances sexuelles, où il peut justifier plus souvent le recours à la violence que les hommes plus âgés. Donc ça montre aussi qu'il y a quand même des influences qui sont là et qui sont franchement inquiétantes. Donc ça, et la vision qu'on a du féminisme, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à la fois ça a pris, c'est une lettre de noblesse sur certaines choses, quand en gros ça arrange à peu près tout le monde, mais quand il y a des choses un peu plus polémiques, on est très vite traité de wokiste, y compris quand on a une assise scientifique, et que voilà, que qu'on n'est pas forcément ce qu'on dit étayé, étoffé, quoi. Donc voilà. Dans la préface de Collapse Feminism, vous commencez à parler aussi des notions d'idéal, du corps féminin représenté. Enfin, la notion d'idéal et de corps féminin est souvent très reliée. Est-ce que Internet a changé quelque chose à tout ça, et de quelle manière ? C'est intéressant parce que Internet, il donne un peu l'illusion d'une possibilité infinie de formation de soi. C'est un jour je peux être cette personne, le lendemain je peux complètement me transformer. Et d'un point de vue, il y a eu des aspects positifs à ça, dans le sens où, comme on discutait dans les ateliers tout à l'heure, des personnes qui avaient du mal à comprendre qui elles étaient, qui ne se reconnaissaient pas dans les personnes autour d'elles, dans des milieux parfois peut-être un peu plus conservateurs, où on n'avait pas beaucoup de représentation, ils ont trouvé sur les réseaux une façon d'être et une espèce de libération de « Ah bah ouais, moi je me ressens là-dedans en fait ». Donc il y a eu un aspect positif. Après, pour moi ça reste quand même globalement une illusion, cette idée qu'on peut être qui on veut, on peut se transformer, tout ça. Quand on regarde au final toutes les versions de soi qui existent, par exemple dans les sphères lifestyle pour les femmes, elles se rejoignent quand même autour de certains... une série d'idéaux, donc on en parlait tout à l'heure, encore une fois, ça reste quand même des femmes belles, blanches, qui ont une situation stable, financière, qui ont une certaine façon de parler, une certaine façon de se présenter. C'est toute une série de traits de personnalité, mais aussi de traits physiques, qui au final reviennent quand même à chaque fois. Donc même si on a That Girl, ou on a la Girl Boss, enfin tout plein d'esthétiques, de trends et tout ça, au final on se rejoint quand même sur une espèce une féminité... étriquée. Comment ? Un peu étriquée, quoi. Étriquée, ouais. Hégémonique, voilà, c'est le terme que je cherchais, ouais. Voilà, c'est ça, hégémonique. Et pareil sur les masculinités aussi, on a tout un volet de moi je vais être un mâle sigma, non moi je vais être un alpha, et moi je vais être ci et je vais être ça, plein de façons d'être un homme. Et pareil, en fait, on revient quand même souvent sur les mêmes choses, sur une vision de masculinité, féminité qui reste quand même très très divisée, avec un peu de variabilité, mais pareil, un autre élément qui est intéressant, c'est de voir en fait la rapidité avec laquelle on sort de la catégorie femme ou on sort de la catégorie homme dès qu'on a un peu de variabilité. C'est-à-dire que dès qu'on va, je sais pas moi, s'habiller de façon un peu plus masculine, c'est tout de suite c'est peut-être que cette personne elle est bi ou elle est gay, tout ça, tout de suite des insinuations comme si j'ai l'impression qu'on a renforcé en fait les boîtes que sont la féminité et la masculinité et voilà.
Si je peux juste compléter, il y a Martine Delvaux qui a écrit un livre qui s'appelle Serial Girls. Et en fait, elle montre la présentation des filles et des jeunes filles plus particulièrement sur les réseaux. Et donc, il y a un code esthétique qui est quand même très restreint. Hein. Donc, c'est plutôt quelqu'un plutôt blanc, plutôt vers le blond, qui a un nez aquilin, une grosse bouche, des formes. Alors évidemment, bien sûr, le plus pratique, hein, c'est-à-dire des gros seins, des grosses fesses, mais une taille fine et fine, hein, évidemment. Et donc, c'est un idéal qui est déjà inaccessible. Mais ce qui est très frappant, c'est quand on regarde Instagram, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a toute une série de photos comme ça. On a plein de jeunes filles qui essayent de ressembler à ça au maximum, qui vont jusqu'à faire de la chirurgie esthétique pour atteindre ces codes-là, et y compris dans la mise en scène de soi. Et ça, c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé ce sujet-là, et c'est très frappant. C'est vraiment quelque chose de très frappant. Merci. Est-ce que vous voulez aussi rebondir sur ce qu'a dit Alice Non, j'étais d'accord. Je pense qu'il voulait dire. Ouais. Alors, est-ce que Internet joue le rôle d'arbitre en validant ou invalidant ou non certaines représentations ou certains phénomènes? Représentation de genre ou représentation... Oui, en représentation de genre notamment. Ouais. Donc est-ce que ça... la question c'est est-ce que ça promeut certaines représentations ou... Oui, et puis est-ce que du coup ça donne plus d'importance, ça appuie plus certains types? En fait, je trouve que ce qui est pervers, encore une fois, sur les réseaux sociaux, c'est que comme la légitimité, elle vient d'en bas, en quelque sorte, avec les likes, avec les follows et tout ça, on a l'impression qu'il y a cette espèce de... c'est pas quelque chose qu'on a attribué, on n'a pas dit ça c'est la bonne féminité, ou ça c'est la bonne masculinité, ça c'est une vraie femme, ça. En fait, c'est les gens qui cliquent et qui... Mais en fait, nous, on a tous nos billets à nous, ce qui fait qu'en fait, ce qui va être poussé vers le haut, le genre de personne qui va être mis en avant, va refléter en fait tous nos billets, fois 100 000, 1 million ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça, par exemple, moi j'avais un peu de soucis avec des fois des critiques de certains groupes de femmes. Je prends l'exemple de That Girl, par exemple. Pardon. Donc c'est une espèce une femme qui aime bien faire du sport, c'est toute une esthétique sur les réseaux sociaux, une trend on pourrait dire, une femme qui aime faire du sport, qui mange de façon très très saine, qui fait des études, voilà, qui est plutôt blanche de peau, qui prend très soin de sa peau et tout ça, voilà, c'est toute une esthétique. Et il y avait eu beaucoup de critiques là-dessus. On avait beaucoup critiqué en disant non mais c'est pas atteignable, ça promeut des standards de beauté qui c'est n'importe quoi, tout le monde peut pas comme ça faire du sport, tout le monde peut pas comme ça être fin et tout. Et en fait il y avait beaucoup de critiques envers les influenceuses qui faisaient ça. Mais j'avais envie de dire mais en fait c'est vous qui regardez ce contenu et en fait c'est nous tous qui créons ces esthétiques en fait. Les influenceuses, elles sont juste là parce que elles étaient là au bon moment, elles représentent le canon, elles font le contenu, mais c'est nous qui likons, c'est nous qui cliquons sur les vidéos, donc c'est important aussi de voir comment on participe tous à la création de ces archétypes et c'est pas juste des individus comme ça qui ont décidé de faire un truc un jour et puis ils ont réussi à avoir du monde, c'est nous qui créons ces individus aussi. Donc ce féminisme divin, là, si on peut parler de ça, donc c'est aussi bien le regard des femmes que des hommes en fait. Ça c'est intéressant parce que je trouve que c'est vraiment à l'intersection de les attentes des deux. Le féminisme divin, c'est cette image d'une féminité dans la sagesse. Ça vient de la spiritualité aussi, voilà, c'est Gaïa, c'est les déesses grecques. Le féminin sacré. Voilà, c'est ça, le féminin sacré, exactement. Ouais. C'est ça, c'est plutôt ça en fait en français. C'est parce que j'ai pris le truc en anglais, mais c'est vrai que le féminin sacré, c'est exactement ça. Et je sais pas, peut-être que vous allez en développer un peu là-dessus ou... Non, mais après il y a toujours cette question aussi de différence entre les influenceuses et les influenceurs parce qu'en fait les hommes promeuvent aussi beaucoup une très très bonne hygiène de vie avec manger sain, faire du sport et tout, et eux vont pas du tout recevoir les critiques que les femmes vont pouvoir recevoir, donc la question se pose aussi, oui en effet ça appuie sur les stéréotypes de genre, ça a fait rentrer les gens dans des cases de plus en plus éloignées et où il y a de plus en plus de critères à atteindre. Et puis après, il y a aussi je sais pas si c'est vraiment la question là, mais sur le militant parfait aussi, que je trouve qu'il peut aussi rendre là, c'est-à-dire que ça reste des humains, les personnes qui font du contenu d'influence. Et ces humains, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent évoluer aussi. Et chaque micro-erreur, on va leur tomber dessus et ça va être très analysé.
Et ça peut créer aussi des problèmes psy de leur côté. Et après, il y a la question des algorithmes aussi, qui entrent en jeu dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, personnellement, moi, mon contenu, forcément, j'ai beaucoup de contenu féministe qui vient à moi, voilà. Et je me rends pas trop compte de ce qui existe à côté. Et c'est ça aussi qui est à la fois intéressant et qui fait à la fois peur avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à rester beaucoup dans notre bulle. Mais du coup, c'est la même chose pour les masculinistes. Ouais, c'est ça, pour les masculins qui se nourrissent de ça, en fait, et les réseaux les nourrissent là-dedans, quoi. Donc, ça tombe très bien. Parce que du coup, on se posait la question de savoir si justement retrouver une visibilité pour se retrouver, savoir se ressentir, exister sur les réseaux sociaux dans une certaine communauté, quelque part, ça ne crée pas une nouvelle injonction, un nouveau carcan aussi pour toutes ces nouvelles communautés qui se forment, quelque part à travers le fait de se retrouver à plusieurs et de se dire qu'on n'est pas seul et qu'on existe en fait. Du coup, en fait, moi, ce qui est intéressant, c'est le paradoxe de on est dans une société où on est de plus en plus isolé, les interactions sociales diminuent, on doit se retrouver à l'autre bout du pays parce qu'on n'a pas réussi à trouver de boulot là et le loyer est trop cher, du coup il faut bouger. Donc on est vraiment dans une société néolibérale qui nous isolise de plus en plus, isole de plus en plus, pardon. Et en même temps, du coup, il y a ce besoin de communauté. Mais l'idée, c'est de trouver des communautés qui sont quand même saines, qui sont quand même, qui vont dans l'idée d'un bien commun, voilà. Et chez les hommes, en fait, ce besoin de communauté, des fois, ils s'orientent vers des choses qui sont... Et je dis pas, chez les femmes aussi, des fois, il y a des communautés un peu plus toxiques, mais ça, c'est pas comparable vraiment à ce qui se passe dans les communautés, par exemple, incel, etc., où c'est on appelle au viol, on appelle à des attentats, on prévoit des attentats. Enfin, moi, je veux dire, ça se compare pas du tout, ce deux types de toxicité. Mais voilà, en fait, c'est le paradoxe de, on veut que les gens fassent communauté, mais pourquoi est-ce qu'ils font communauté comme ça ? Comment est-ce qu'on crée des communautés beaucoup plus positives ? Et par exemple, dans le cas des masculinistes, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était de voir des hommes qui s'étaient dit, allez, on va essayer de créer une communauté qui est positive, on va tous se regrouper et essayer de se reconnecter à notre masculinité profonde. Et on se dit, ça se part d'une bonne intention. Ils se retrouvent dans la forêt, ils essayent de se reconnecter au spirituel, de se reconnecter aussi parfois avec leur côté féminin, c'est ce qui est dit. Mais en fait, on se rend compte que très très rapidement, ça repart dans des tendances très très problématiques. Et ça pose la question de, est-ce que c'est possible de faire des communautés saines en non-mixité ? Enfin, les femmes, je pense pas qu'il n'y a pas de dangerosité, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de travaux là-dessus sur... dès que les hommes se retrouvent entre eux, il y a des tendances toxiques qui arrivent assez rapidement en fait. Et il faut être optimiste et réfléchir à des façons de pallier à ça, mais même moi je l'ai vu en tant que prof quand je donnais des cours de tennis, j'avais mes groupes adultes, et les hommes en fait, c'était assez affligeant en fait, quand c'était de 1 à 1, quand je parlais avec eux, super sympa, pas de soucis, mais dès qu'ils étaient entre eux, c'était comme si il fallait absolument montrer sa masculinité en sortant les pires âneries possibles, en dégradant les femmes le plus possible, mais au point où je regardais les gars en mode, mais attends, il y a 5 secondes, on est en train de parler d'à quel point t'aimes ta femme, que vous avez un truc de ça, et puis là t'es en train de parler d'une nana d'une façon tellement dégradante, et je pense que c'est vraiment un problème qu'on a là, c'est sur la construction du genre en groupe, et les biais encore qu'on peut avoir aussi quand on est comme ça, comme vraiment bloqué dans des schémas de... Enfin, ça se connecte avec plein de sujets, mais c'est comment on se forme soi-même et comment l'idée qui se connecte avec ce que toi tu travailles sur la transmission des valeurs et comment on associe ça aussi au genre. Pourquoi est-ce qu'on associe des valeurs à un genre ? Pourquoi est-ce qu'un homme bien, c'est un homme qui fait ci, qui fait ci, qui fait ça ? Une femme bien, c'est une bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que c'est un homme ou une femme ? Pourquoi on ne peut pas juste essayer d'avoir une société où on a des gens bien, en fait, des valeurs qui sont transmises au-delà du genre. Pourquoi on doit assigner ça la masculinité toxique ou la masculinité positive ? Non, juste être quelqu'un de bien, en fait, c'est juste tout ce qu'on demande. Il faut aussi faire attention à la finalité des communautés. Parce que c'est ça, souvent, est-ce qu'il faut se poser la question, la finalité, c'est est-ce que ça apporte un soutien parce qu'on est le seul à penser comme ça, ou que dans sa famille, dans ses amis, on n'a pas la même vision des choses, on n'est pas aussi déconstruit, j'allais dire, et du coup, ça fait du bien d'avoir un point d'appui, un point d'ancrage, en se disant, il y a d'autres personnes qui voient aussi les inégalités comme moi je les vois et qui les vivent pareil. Ou à l'inverse, est-ce que, du coup, quelle est la finalité ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc,
Alors, le girl boss féminisme, je ne sais pas si je prononce bien, est une notion que vous abordez dans votre livre. Pourriez-vous le développer ? Le girl boss feminism, quand j'en parlais tout à l'heure, c'est une esthétique, comme on dit sur les réseaux, c'est une trend, mais c'est un mouvement complètement. C'est né aux États-Unis dans milieu des années 2010. Il y a eu un bouquin qui est sorti, c'est hashtag Girlboss, qui a été un best-seller énorme. Il y a une série Netflix après qui a été tournée là-dessus. Et après, voilà, c'était la Girlboss sur les réseaux sociaux, plein de femmes qui créaient des comptes. Toujours la même esthétique, souvent c'est des couleurs pastel, c'est des trucs de motivation et tout ça. C'est vraiment cet univers-là. Et l'idée de la Girlboss, c'était les femmes vont reprendre le pouvoir, particulièrement dans les sphères du travail. On va essayer d'augmenter la représentation des femmes dans les sphères du travail, ce qui est tout à fait honorable. Mais le problème, en fait, c'est que ce qui a été associé à cette image, à cette truc-là, c'est vraiment cette notion du pouvoir, mais presque d'une façon où, en fait, on va pas forcément questionner ce qui était mal fait avant avec les hommes dans les structures de travail, tout ça. On va juste essayer de faire pareil. On va avoir le même pouvoir que les hommes, autant de responsabilités que les hommes, mais nous, comme on est des femmes, ce sera bien, parce qu'on est des femmes et du coup, nos valeurs seront plus positives. Et c'est vrai que en tant que femme, on est sociabilisé pour développer des valeurs qui sont plus dans le care, comme on dit, l'empathie et tout ça, et qui se reflètent après dans la façon dont on travaille et on manage, etc. Mais ça n'empêche que c'est une vision en fait, du féminisme qui est très centrée sur un petit groupe de personnes qui va réussir à accéder aux sphères qui avant leur étaient privées. Mais qu'en est-il de tout le restant des femmes en fait, je vais citer Dan Foster qui a écrit justement une réponse à un gros bouquin très girl boss qui avait été publié, qui s'appelait Lean In, qui veut dire on va vers l'avant, on essaie de changer les choses, on prend du pouvoir. Et elle a dit lean out, c'est-à-dire on sort de ce système-là, parce que pour elle, elle préfère qu'il y ait 100 voire 1000 personnes, femmes, par exemple, je sais pas, pendant le Covid, on avait les infirmières et tout ça, elle préfère que 1000 personnes, 1000 infirmières soient mieux payées, plutôt que d'avoir une femme chef d'entreprise, en fait. Et c'était vraiment la critique majeure du girl boss feminism, du féminisme girl boss, on va dire, c'était ça, c'est que c'est trop centré sur les femmes au pouvoir, mais seulement quelques femmes. Et quelles femmes aussi ? Quelles femmes se retrouvent ? Souvent, c'est des femmes qui viennent déjà de milieux privilégiés. Donc voilà, comment est-ce qu'on change ça ? Et comme j'expliquais tout à l'heure dans les ateliers, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a toujours... On promeut une trend, on promeut une esthétique, mais en même temps, il y a toujours déjà la critique qui est là. Comparé à avant, où par exemple, avec les magazines, on avait une trend qui restait pendant très longtemps. Là, il y a tout de suite la critique qui arrive parce qu'on est dans une culture de la réaction. Et c'est intéressant. Et du coup, il y a un peu une nouvelle version de la girl boss maintenant. C'est la soft girl boss ou la that girl, comme je parlais tout à l'heure. Donc, c'est à la fois toujours cette quête du pouvoir, de la représentation, etc. Mais de façon beaucoup plus saine, de façon beaucoup plus soft. On va éviter les burn-out, on va éviter tout ça. C'est une version presque plus féminine de la girl boss qui a beaucoup été critiquée pour être trop masculine. Elle veut prendre trop de place, elle veut faire comme les hommes. Bon, bah là, on a créé une version plus féminine, plus soft, plus acceptable. Voilà, c'est la copine parfaite, quoi, en gros. Et voilà, c'est un peu où on en est là actuellement avec le girl boss féminisme. Ça n'a pas disparu, ça a juste évolué. Ben, moi, dans la recherche que j'ai fait, j'en parle aussi dans mon livre, il y a une des personnes que j'ai interrogées et qui m'a dit justement, mais le problème, c'est vouloir libérer, par exemple, le problème, c'est typiquement dans les tâches domestiques, celles qui ont les moyens, elles vont prendre des autres femmes. Exactement. Pour sous-traiter le travail domestique. Mais le vrai problème, c'est pourquoi les hommes ne font pas leur part. Et c'est de les amener à faire leur part, en fait. Et le problème, c'est que quand on sous-traite les tâches domestiques à d'autres femmes, ça fait que, oui, soit on s'élève, entre guillemets, on se libère de ça, mais on astreint de nouveau et on redonne, on redistribue à d'autres femmes, j'allais dire, en dessous. Et donc, c'est là le problème aussi, quoi. Donc, c'est plus difficile de faire la transition, mais s'il y en avait, quelles seraient les possibilités optimistes vers lesquelles les femmes et les hommes pourraient tendre ? Je vais y aller, S'il vous plaît, dites qu'il y en a. Qui veut commencer ? Non, on est optimiste. Hein. Oui, on est optimiste, on y croit. Il faut juste apprendre à se battre, quoi. Mais... Littéralement. Mais je pense que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, déjà dépasser ce besoin de toujours associer les valeurs au genre,
parler des valeurs, parler d'un projet commun de société, sans forcément assigner ça à la masculinité, à la féminité, à, je sais pas, à une race ou à quoi que ce soit. Juste penser le commun, les valeurs qu'on veut défendre, le projet qu'on veut avoir tous ensemble. Et pour moi, c'est essentiel. Après, ça veut pas forcément dire non plus tomber dans un truc où on regarde plus les différences et tout ça, parce que c'est important. Et comme on disait, l'intersectionnalité, l'intérêt justement, c'est de voir toutes les petites, différentes identités, différentes façons d'être vont créer une expérience de vie, et comment cette expérience de vie va être assez unique, et comment nous, en tant que personnes peut servir. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui nous inquiétons de la justice sociale, et ben on a envie que tout le monde en fait puisse en bénéficier. Et c'est pour ça qu'on regarde toutes ces différentes facettes d'une personne, plutôt que se focaliser sur une chose. Et non, c'est ça, c'est le capitalisme. Faut abolir le capitalisme. Et puis après, en fait, on se retrouve avec toutes les femmes qui sont encore au foyer, mais on n'a plus de capitalisme. Et c'est ah bah non, en fait, il y a un problème là. Et puis après, on enchaîne. C'était la féministe anarchiste Emma Goldman qui disait, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait ce sera la révolution seulement si moi aussi je peux danser ou quelque chose dans le genre. Mais pour moi ça faisait beaucoup de sens. La révolution, c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour un groupe de personnes. Il faut aussi rappeler aussi que redistribuer un peu les cartes au niveau des femmes, comme il y a une construction des genres qui est un peu adossée entre ce qui serait prétendument masculin et ce qui est prétendument féminin, ben, ça veut dire aussi que ça libère aussi les hommes derrière. De certaines injonctions, de certaines à être le gagnant, à être fort, à être ou même au niveau des rôles sociaux. Donc ça, il faut le dire aussi, quoi. Donc, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, l'éducation et en fait, c'est par là que ça commence en fait, l'éducation à la sexualité, l'éducation à l'égalité filles-garçons, commence dès le plus jeune âge. Il n'y a que ça qui peut amener à voilà. Bon. Ouais. Il faut que ça passe. Peut-être quelque chose de rapide, mais qui rebondit sur ça. En ce sens-là, on a de plus en plus d'appels et de sollicitations pour faire des interventions. Et quand on intervient, on se rend compte que de plus en plus et de plus en plus jeunes, ça va être des élèves en face de qui on va pouvoir parler de sujets, de déconstruction, parce qu'ils sont déjà en fait dans un début, si on peut utiliser ce terme-là, en fait, et qui sont déjà dans des dispositions d'en discuter et dans des dispositions d'identifier déjà en fait ce qui est la réalité de la société et du fonctionnement et des places de tout le monde. Donc il y a en termes d'éducation, de considération, de plus en plus de sollicitations, donc il y a une réalité, il y a une importance à ce qu'on en parle, à créer un temps et à y mettre des moyens, alors qui sont critiquables, mais on a dit qu'on restait dans le positif, donc on reste dans le positif, et qui existent, qui ont le mérite d'être là. Et quand ces espaces-temps existent, en fait, et qui sont de vrais vecteurs d'échange et d'évolution et d'avancée, donc peut-être si on peut récupérer ce point positif-là, on va le récupérer. Et peut-être là, c'est un autre point, mais quand on voit, nous, la culture où on est, en fait, on est en Europe, on est dans ce qui est d'un pays développé, et peut-être si on pourrait garder une note presque positive et peut-être une question de responsabilité là-dedans, c'est que on a l'avantage d'avoir les moyens et les capacités intellectuelles et de ressources de pouvoir prendre des reculs et de pouvoir examiner et presque analyser ce qui s'y passe et de pouvoir je trouve qu'il y a une question de positivité et de responsabilité un peu là-dedans, de pouvoir en faire quelque chose et de pouvoir cheminer en ce sens-là. Et je crois que de manière très concrète, c'est avec nous sur le terrain, avec les jeunes ou avec les personnes qu'on accompagne, de servir de ces outils-là pour les donner à ces jeunes et qu'on puisse les élaborer. Et après, dans d'autres sphères et d'autres milieux, c'est les recherches qu'on peut faire, les sorties, et voilà, on y va, on met des lois, on met des choses. Ça reste quelque chose de très presque basique, mais qui permet de garder, je crois, une lueur d'espoir, parce que sinon, je pense que... Une lueur d'espoir. Ça va alors. Et puis j'ajouterais un truc aussi, mais des événements comme ça, c'est ce qui aide aussi dans des coins où c'est pas forcément la norme de ce genre d'événements et tout ça, c'est super important. Et personnellement, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et tout ça, mais de plus en plus je me rends compte, oui, en fait, certes, oui, les réseaux sociaux c'est important, ça ramène des gens et tout ça, mais la localité, rester présent. Même si les gens ne viennent pas forcément aller afficher les affiches un peu partout et tout ça, juste montrer qu'on est là et qu'on ne laisse pas gagner le terrain, je pense que c'est crucial aussi. Et du coup, j'en profite pour vous remercier d'organiser ce genre d'événement. Les organisateurs sont au fond. Alors, on parle des jeunes, là, toujours. Hein. Oui. Vous semblez beaucoup compter sur la jeune génération.
notamment dans leur engagement et la variété et leur modèle et leur représentation. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu une évolution aussi? Alors, les jeunes, ça dépend vraiment quand même des endroits. C'est pas là, par exemple, à Strasbourg, on vient de faire une session de prévention avec le lycée Fustel de Coulanges, donc qui est un lycée plutôt avec un milieu aisé, en tout cas pour les élèves qui y sont, qui ont ils ont des familles qui les ont emmenés au cinéma, au musée et tout, qui ont un bagage culturel très fort. Là, les préventions, elles ont été incroyables. Les élèves, on sent qu'ils sont très alertes. Il y avait des élèves trans, il y avait des élèves non-binaires. Ça ne posait pas de problème avec les profs, par exemple, ce qui n'est pas le cas partout du tout. À côté de ça, j'ai été à Saverne, dans un collège où ça a été terrible, parce qu'en fait... Les élèves, c'était très extrême droite dans leurs propos, ça a été difficile. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui se cachent de plus en plus derrière la religion catholique et sur l'islam. On nous en parle de plus en plus lors des préventions, ce qui n'était pas le cas avant. Je ne sais pas si vous connaissez Dr Capote, c'est un militant qui fait de la prévention sur tous des risques au niveau VIH, consentement, tout ça. Et il fait ça depuis 30 ans dans les collèges-lycées. Et lui aussi, il parle de ça, de ce phénomène de religion qui est de plus en plus présent. Alors, moi, j'ai conscience que les élèves se cachent aussi derrière ça. Ça leur évite de réfléchir et de se confronter trop à certaines réalités. Hein. J'ai conscience de ça. Mais en tout cas, ça dépend des endroits. Donc sur la jeune génération, je pense qu'il ne faut pas non plus leur faire porter ça totalement, parce que c'est pas juste. Vraiment, la société est déjà assez dure, je trouve, avec les enfants et les adolescents, donc leur faire porter ça en plus, c'est difficile. Mais disons qu'en tout cas, il existe de plus en plus d'outils, parce que les réseaux sociaux, c'est un peu ça, quoi. Il y a l'ambivalence aussi à la fois, ça peut être très rude, et à la fois, ça permet une plateforme disponible pour eux moi j'avais pas. Pareil, avec Netflix et tout ça, il y a quand même des séries maintenant où il y a de la diversité et tout, et ça, c'est cool, et ça permet ça. Voilà. Bon, après, la jeune génération, c'est bien parce que forcément, ils sont vecteurs de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux outils, etc. Mais c'est vrai qu'après, alors moi, personnellement, je ne compte pas spécialement sur la jeune génération. Je pense que c'est tout le monde est le bienvenu dans ces combats. Et je pense que, justement, et c'est peut-être pour ça qu'on a cet écart aussi entre les jeunes de ce qu'on disait avant au Conseil de l'égalité, parce que, justement, il y a ces influences religieuses, il y a ces influences négatives, pour le coup, des réseaux, alors qu'à l'inverse, les plus âgés, parfois, ils ont aussi une expérience de la vie professionnelle, notamment, où les salariés hommes voient bien aussi qu'il y a des différences, des plafonds de verre, de par la carrière de leur compagne, hein, tout simplement. Et donc, il y a peut-être un autre aperçu, alors qu'à l'inverse, chez les plus jeunes, mais effectivement, il y a, moi je le constate aussi dans la recherche que je fais au sein de collèges, il y a aussi des fois, alors c'est très bien, parce que finalement, ils sont très égalitaires et très ancrés là-dedans, mais pour le coup, pour eux, c'est un non-débat. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a rien à faire. On est à l'égalité, basta. Et donc, alors c'est bien parce que ça montre que c'est un bon état d'esprit, mais ça montre aussi que du coup, ça reste un impensé, et pas forcément, et que du coup, il n'y a pas encore, alors ça peut venir peut-être plus tard, mais voilà. Et à l'inverse, on a aussi des jeunes qui sont très actifs dedans, justement, avec ces nouveaux outils, quoi. Donc, voilà. Donc tout le monde est la bienvenue pour lutter. Et d'un côté, peut-être si je peux rajouter quelque chose, ce serait presque une vigilance. C'est en travaillant dans le social à côté et dans le milieu scolaire. Je trouve qu'il y a quand même une vigilance à avoir que de plus en plus jeunes, il y a presque une injonction sur les jeunes en fait à avoir un avis, un positionnement, parce que la parole se libère, donc il y a de plus en plus de mots qui sont posés, de plus en plus de catégories presque, et que avec les réseaux, plus facilement tout est donné, tout est servi et tout est presque clivé en fait quelque part, et presque une vigilance à laisser aux jeunes notamment auxquels on appartient le loisir et la liberté de pouvoir explorer, de pouvoir essayer déjà de savoir ce que c'est que d'être enfant et jeune dans ce monde-là, avant même de pouvoir être enfermé dans une des catégories ou un des positionnements. Et peut-être si nous, dans toutes presque nos luttes, nos interventions, on devait garder une vigilance ou une attention, ça serait à ce niveau-là, parce que presque du coup, comme on les attend dans un positionnement d'une certaine identité,
et ben on enlève leur identité d'enfance ou de jeune qui, je trouve, est Oui, c'est encore vrai. belle et qui a parfois encore la chance d'être presque naïve avant de pouvoir être soit presque du côté des minorités ou de l'autre côté des oppresseurs. Juste laisser le temps de la magie de l'enfance et de l'exploration. Et ouais, je crois que ça rejoint un peu peut-être le point de positivité, mais je crois que c'est un point à garder, surtout dans nos interventions et ces milieux-là. Merci beaucoup à vous pour vos remarques, vos attentions et vos références aujourd'hui. On laisse la parole au public si vous avez des questions. Et vous avez le temps. Oui, Madame Gérard. Est-ce que vous diriez que le combat pour le féminisme permet de fédérer d'autres combats dont on parle beaucoup, qui sont ceux contre les discriminations en général, toutes les discriminations, le combat pour le climat aussi. Est-ce qu'il y a une espèce de phénomène d'aspiration, on retrouve les mêmes personnes qui combattent pour les mêmes... la souffrance animale, je pense aussi. J'ai l'impression comme ça d'être... Est-ce que vous confirmez ça Il y a des courants de féminisme qui sont notamment l'écoféminisme, qui s'inscrivent et qui font des parallèles entre, enfin je caricature un peu, mais entre le mal qu'on a fait aux femmes et le mal qu'on fait à la terre. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et il y a aussi un courant féministe qui relie aussi avec... qui s'est allié entre guillemets à la lutte pour la protection des animaux. Donc il y a différents courants qui sont reliés, qui peuvent être reliés ou pas d'ailleurs. Parfois c'est des inscriptions, mais effectivement on retrouve des courants ou des notions qui s'interfèrent les uns les autres, quoi. Donc, mais le plus gros des parallèles qui a été fait entre les différents combats, c'est plutôt, sauf peut-être je me trompe, mais entre la lutte contre le sexisme et contre le racisme. Et l'homophobie y a aussi. des choses, et après LGBT-phobie, voilà, qui a été aussi... mais du coup, et c'est pour ça aussi que c'est développé les notions d'intersectionnalité. Ouais, et de convergence des luttes, en fait. Oui, sur le climat, il y a une question, il y a de plus en plus... Enfin, quand même, dans nos pratiques, on essaye d'être le plus respectueux, mais après... de toute façon, nous, en tout cas, dans notre association, on est pour une justice sociale de toute façon et pour une convergence des luttes. Donc, je sais plus qui disait que l'écologie sans justice sociale, c'est du jardinage. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de global et que, comme on lutte un peu contre un système, le système, il oppresse toutes ces sphères, en fait. Donc... moi, je me considère pas forcément comme écolo, mais par contre, il faut qu'il y ait des choses qui bougent par rapport à ça, quoi. Oui, monsieur ? Est-ce qu'un jour, le féminisme atteindra son but, qui est aussi un peu... Alors, je sais qu'on a dit qu'on devait rester optimiste. Non, mais pour moi, il n'y a pas, en fait, il y a pas de but. Il n'y a pas de but, ouais. C'est ça. Ouais. Pour moi, le féminisme, j'envisage comme un projet social, presque comme une vision sans fin. S'il y a un but, c'est pas rigolo, justement. On veut être là le plus longtemps possible. Merde. On va vous embêter le plus longtemps possible. Mais non, c'est une vision de la société. Et c'est, pour moi, le féminisme, au-delà de l'égalité homme-femme, c'est des valeurs. Et je pense que c'est là où aussi, des fois, il y a des divergences. C'est-à-dire que certaines personnes vont se limiter à une définition du féminisme qui est très catégorique. D'autres vont essayer d'avoir une vision plus globale de comment est-ce qu'on fait la société. C'est là aussi la différence entre... un féminisme qu'on dirait plus matériel, donc plus sur comment les femmes vivent au jour le jour, et un féminisme plus culturel où l'idée c'est... Il y aura une finalité. Comment ? Après qu'il y ait une fin, vous n'allez pas faire ça pour l'éternité. Ah bah si, si, on est là. On a prévu l'affiche encore. Non, mais il y a... Bah non, mais il n'y a pas de... L'égalité avec les hommes, c'est bon. Ouais, l'égalité femmes-hommes, mais après... C'est vers là qu'on tend. Voilà, mais après, il y a des interférences avec les systèmes, effectivement, capitalistes, ou écologie, etc. Et donc, forcément, tout est en mouvement. Donc, le fait que ce soit en mouvement, c'est bon signe. C'est que les sociétés évoluent et vivent. Mais après, le féminisme, le but, évidemment, c'est l'égalité. Déjà, dans les faits. Mais après, c'est toujours pareil. Le curseur, il va être amené à être déplacé au fur et à mesure des générations et des pays et des voilà. Et puis Oui, surtout, si on prend une femme qui est née en 1940 par exemple et qu'elle Voilà. se réveille aujourd'hui, elle dirait que Que la c'est société est super. ultra Ouais, féministe. voilà.
Si on prend quelqu'un dans l'avenir, peut-être elle aura Voilà. des choses à redire sur ce qui se passe en 2024. C'est ça. Et puis on n'est jamais à l'abri aussi on l'a vu aux États-Unis avec Des le backlash. renversement de Roe v. Wade, donc fin de l'accès à l'avortement garanti. Et en Europe, c'est pas fou non plus. quoi. Voilà, c'est ça. Donc je veux dire, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc si d'un seul coup on se dit, allez, c'est bon, on a fini le boulot, on s'en va. Non, là, ça va pas aller quoi. Enfin, ça On a marche pas beaucoup comme ça. cité la Scandinavie, mais il y a encore beaucoup à faire en Scandinavie Bah oui, aussi. oui, bien sûr. Donc même si voilà, ils font figure d'exemple, mais on n'est pas encore non plus à ce qu'on pourrait considérer comme l'égalité en Scandinavie. Oui, puis l'extrême droite a commencé aussi à prendre sa Oui. place là-bas. Donc, Et puis peut-être, c'est-à-dire que même si un jour on arrive dans un monde idéal où on est tous égaux et tout le monde peut être dans une existence identitaire pleine et libre, il faut pas oublier qu'en cas de crise, en cas de crise, les premiers droits qui sont mis à mal sont les droits des femmes, et que même si on vient à un moment où, admettons, on est là où on voudrait au but suprême, et ben on n'est jamais à l'abri de perdre quelque chose, et que dans nos combats, on peut dire que c'est toujours avoir plus de liberté, plus de droits, plus de reconnaissance, mais également malheureusement de garder ce qui est acquis, parce que jamais n'est vraiment rien acquis, comme on a pu le voir aux États-Unis, et malheureusement c'est là aussi où se situe notre présence et nos combats, quoi. Enfin, Typiquement dans les conflits du monde actuels, que ce soit Ukraine, Palestine, Israël, on voit que voilà, les femmes, c'est reparti pour des viols, c'est reparti pour voilà. Donc effectivement, c'est pas la même chose pour une femme en guerre et un homme en guerre. Donc pas les mêmes risques. Ouais. Hors militaire, je veux dire, dans la population civile. Je voulais essayer de donner la parole à mademoiselle. Vous parliez de la notion de déconstruction et vous parliez aussi des débats autour de cette notion. Et en quoi est-ce qu'elle peut débattre aussi le terme de déconstruction de la notion ? Parce que en fait, la déconstruction, c'est un peu comme le fait d'atteindre quelque chose. En fait, c'est qu'à un moment donné, les gens considèrent un peu que la déconstruction va y avoir une fin, on sera totalement déconstruit. Alors qu'en fait, l'humain, c'est un être qui est mouvant, fluctuant, et voilà. C'est vrai que c'est un terme qui est de moins en moins utilisé, en fait. Oui, il a aussi été un peu moqué sur les réseaux. Aussi, oui, c'est vrai. Il a été un peu surtout pour les hommes. Et du coup, voilà. Là, cette fois, et donc c'était devenu, il y a eu des périodes où on a un peu utilisé ce terme pour se moquer, en disant c'est encore une qui veut me déconstruire, voilà. Donc c'est vrai que du coup il est un petit peu moins utilisé. Et aussi, je vais faire dans l'autre sens. Moi je me souviens à chaque fois, c'est quand je rentrais voir ma mère qui me disait à la télé maintenant tous les hommes ils passent l'aspirateur et tout, ils font la vaisselle et tout ça, dans les pubs et tout. Et ça m'a fait rire parce que du coup, en fait, ça veut dire quelque chose aussi sur la société, c'est que maintenant, un profil d'homme qui est valorisé, c'est l'homme qui fait la cuisine, qui s'occupe des enfants et tout ça. Donc en fait, on peut dire que dans certaines sphères, on parle de certaines classes de gens, on parle de... c'est un peu cliché du bobo, désolé, mais voilà, c'est qu'il y a un certain type de masculinité qui est mis en avant, qui est glorifié. Et c'est important de le reconnaître aussi parce que des fois, on va avoir des hommes qui vont être tellement fiers de moi je suis comme ça, moi je suis déconstruit, patati patata. Mais il faut comprendre aussi que la déconstruction, parfois, elle est motivée aussi par un intérêt. Et c'est bien qu'il y ait un intérêt, qu'il y ait une motivation, que voilà, il y a un gain à faire ce travail-là. Mais je pense que c'est important de le garder à l'esprit aussi. Oui, c'est les pas un chiffres état. restent pas très hauts. Oui. Donc l'évolution Oui, en je sais pas combien d'années, je crois que c'est 20 minutes en plus les hommes font dans les tâches Pour le domestiques. tâche manager, ça peut être c'est joli les pubs, mais enfin Ouais, bon, c'est ça. voilà. C'est comme pour tout, on voit des belles pubs de voitures, on les achète pas forcément. Là c'est un peu pareil. Malheureusement. Pardon. Monsieur ? Oui, vous parliez tout à l'heure du rôle des séries sur Netflix. En opposition, je relisais effectivement un livre de la table de librairie qui rappelait que le masculinisme ou la positionnement par rapport aux femmes, il est véhiculé aussi par les films, le cinéma, les séries. Et donc là, je vois qu'on est dans une tension, puisque visiblement vous y voyez une forme d'espoir. Sur le livre, on le sait bien, il y a des clichés qui sont véhiculés, qui sont consolidés. Quelles évolutions vous voyez dans ce domaine, médias, culture et féminisme, quelle est cette tension, quelle est cette évolution, Je pense que la référence, c'est le livre de Myriam Maille sur le male gaze, notamment, et le female gaze dans les séries et les films. Iris Bray aussi, Oui, le voilà, regard ils ont féminin. Ils ont collaboré sur cet ouvrage-là, pardon. Je sais pas si
Non, vas-y. Bon, il y a beaucoup de livres maintenant qui sont... Il y a Féminisme et pop culture aussi de Jennifer Padjemi qui réanalyse un peu les séries des années 2000-2010. C'est un peu comme le reste, en fait. Il y a un espèce de clivage, en fait. Il y a des plateformes qui donnent l'opportunité à des séries d'exister et de permettre... aux personnes de s'ouvrir, aux personnes d'avoir des représentations aussi, hein, parce que on se rend pas forcément compte, mais il y a quelques années, avoir des héroïnes féminines, il y en avait très peu, et souvent, quand on en parle autour de nous, là vraiment je parle personnellement, les hommes ils sont là, non, qu'est-ce que tu racontes, bah oui, mais eux ils ont réussi à s'identifier toute leur vie à des hommes en fait, et ils se rendent pas compte de ce que c'est en fait de pas pouvoir s'identifier à un personnage. Là le livre dont je parle, Jennifer Padjemi, elle analyse beaucoup sous le prisme de la race en fait, et du coup une personne noire, avant qu'il y ait des représentations qui existent, elle s'identifie à qui en fait, quelles sont les perspectives. Donc en ça je trouve que c'est pas parfait évidemment, mais je trouve que ça évolue quand même, les plateformes. Alors ceux qui traitent les gens de wokistes, ils crient au scandale parce que dans les chroniques de Bridgerton, il y a des personnages noirs alors que c'est un truc complètement fictif. Et donc il y a des personnages noirs. La petite sirène aussi, la noire, c'est un scandale. Sirène, on parle d'une sirène, donc voilà. Ça l'a été aussi sur la dernière adaptation Jane Austen dans Persuasion. Oui, c'est... Là, en ce moment, au théâtre en Angleterre, il y a Roméo et Juliette qui a été réadapté. Juliette est noire. Le scandale, on parle vraiment d'un support de fiction. C'est vraiment les deux pans de la société qui s'affrontent. Qu'est-ce qu'on a décidé de voir et de pas voir, en fait. Je pense qu'à un moment donné, quand on a mis les lunettes de la vision des discriminations, après, on voit plus que ça, quoi. Et après, les opposants, ils s'enferment là-dedans, quoi. Mais c'est intéressant de voir aussi, parce que, par exemple, avec l'exemple de Bridgerton, c'est comment, des fois, Netflix essaye de capitaliser sur que c'est du... Moi, ce que j'appelle ça du progressisme... pastel progressivism, donc une forme de progressisme un peu pastel, mignon, qui met tout le monde content et tout ça. Et Bridgerton, c'était un bon exemple, parce qu'il y avait cette volonté d'inclure avoir plus de diversité. Mais on avait quand même, par exemple, le père, le père méchant du personnage métis, le prince ou je sais plus quoi, qui était de couleur de peau beaucoup plus foncée. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui avaient dit pourquoi vous lui donnez une couleur de peau si foncée, tout ça, est-ce que c'est pas aussi un biais un peu raciste et tout ça. Donc même à l'intérieur de ça, il y a des choses qui évoluent. Après, moi je suis toujours un petit peu sceptique quand même avec les grosses plateformes comme Netflix et tout ça qui... C'est important, et puis c'est important d'avoir cette reconnaissance, et je sais qu'il y a plein de gens qui, enfin, de la visibilité et tout ça. Et peut-être ce que je rajouterais aussi par rapport aux femmes, c'est au-delà d'avoir des personnages, des héroïnes, c'est aussi voir des femmes qui sont pas forcément des super-héros, ou des trucs, c'est des femmes qui sont tristes aussi, des femmes qui sont déprimées, des femmes qui sont toxiques. En fait, ça fait plaisir de voir une femme, ça peut être toxique aussi, ça peut être aussi... et ça fait vraiment plaisir. Moi, je pense à Fleabag, par exemple, qui avait été décrit pour faire... la femcel, donc l'équivalent de l'incel mais en version féminine. Encore une fois, ne comparons pas des choses qui sont pas comparables, mais je trouvais ça marrant d'avoir une diversité de ce qu'est être une femme, et quand t'es une femme tu peux être aussi un peu des fois pas très cool, quoi. Vous pensez que la commercialisation des séries sur le féminisme ne reste pas des marginalisation? Oui, c'est ça. Et de ce fait, empêcher, régresser un peu la représentation féminine. Pour moi, en fait, après, c'est mon truc, ça va pas assez loin. Et du coup, mais après, c'est vrai que c'est Netflix, ils ont un cahier des charges, et des fois, ça fait vraiment cahier des charges, quoi. Allez, on a mis un noir, on a mis une femme, on a mis un truc et tout ça. Et les gens le voient, ils sont pas hypocrites. Et je pense que ce problème-là, ça peut aussi participer à une montée des fois un peu réactionnaire, en se disant non mais ils nous prennent pour des cons, du coup moi je suis anti-féministe parce que j'en ai marre de ces trucs là et tout ça. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on observe des fois, c'est des gens qui se disent anti-féministes plus par anti-système en fait. C'est juste j'aime pas tout ce système là woke, tout ça c'est tous les mêmes et tout ça. Du coup moi je vais aller à l'opposé, et l'opposé c'est anti-climat, anti-féministe, anti-truc, je dis pas que ces gens là ont pas des affects racistes, sexistes et tout ça. S'ils vont de ce côté-là, c'est qu'il y avait quelque chose déjà de base. Mais c'est intéressant de voir aussi comment
Et parfois, je pense que ça fait le lien aussi avec le fait que, par exemple, notre président Macron qui dit 2 fois de suite 2 mandats où l'égalité homme-femme, ça va être la priorité, on voit ce qu'il fait, on se dit, il se fout de notre gueule. Et bien sûr que ça va créer des sentiments de, non mais attends, mais stop. Et les gens qui ont des affects plus racistes, plus misogynes, tout ça, ils vont encore plus aller dans ces trucs-là, parce que c'est en mode, c'est de la rigolade, le féminisme. Et c'est pour ça que des fois, j'ai un peu du mal avec même la figure de la girl boss, ou un féminisme plus dans la représentation et tout ça, c'est qu'en fait, comme ça avance presque pas, du coup, ça fait un truc où on est en mode, personne n'est content, parce que nous, en tant que féministes, on veut plus, et en même temps, ça donne une image de, oui, on est féministe, on est ci, on est ça. Et du coup, ça, pour moi, tout ce qui est girl boss féminisme et tout ça, ça participe aussi à un mouvement réactionnaire de on se fout de nous en fait, on se fout de nous et du coup on va se tourner vers l'inverse en fait. Juste pour les emmerder, on va faire exactement l'inverse. Et ça, c'est vrai que c'est un phénomène qui reste sur les réseaux sociaux, qui se développe beaucoup dans la vie de tous les jours, pas tant que ça, mais après je pense que par exemple c'est intéressant de voir que il y a un consensus sur le fait les femmes et les hommes doivent être égaux, mais après sur des trucs spécifiques. C'est marrant, c'est sur des petits trucs comme ça. Le sport, par exemple, nous, avec les interventions scolaires, on a beaucoup la question du sport féminin où c'est compliqué, quoi. Les élèves admettent pas que les femmes peuvent être très fortes dans un sport, peuvent être professionnelles. Le sport, c'est un endroit de cristallisation aussi de ça. Oui, parce que c'est visible. En fait, c'est là où les différences sont les plus visibles. visibles. Et les corps, en plus, sont visibles des femmes. Il y a un reportage qui s'appelle Toutes musclées sur Arte, qui est en replay. Il y a c'est divisé en 4 petits épisodes de 15 minutes, et il est formidable. Ça montre vraiment l'évolution et la manière dont, à la fois au début... on empêchait les femmes dans leur performance en leur imposant des jupes longues, des jupes culottes pour courir, donc le truc super pratique. Et à la fois, comme maintenant, on leur impose des justes au corps très serrés, très rikiki, donc super pratique quand on a ses règles, évidemment. Et on voit toute l'évolution où on demandait aux femmes d'être jolies. Parce qu'évidemment, quand on fait du sport, le premier truc, c'est être jolie, bien sûr, puisque... Voilà, on transpire, tout ça, on est rouge, on est à fond et tout. Donc on voit toute cette évolution-là, et c'est un reportage, vraiment, regardez-le, parce qu'il est vraiment formidable. Vous parlez justement culture, film, musique, livre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais quelle serait la solution face à des livres qui ont un certain âge, des films, où il y a des choses problématiques, des choses sexistes, des choses qui manquent, qui sont pas de cette époque-là. Est-ce qu'on les apprécie pour ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont témoins d'une époque et d'un changement, ou est-ce que justement ça fait partie des choses qu'il faut aussi enlever peu à peu, ou en tout cas mettre à distance pour pas desservir un combat aussi, et comment on fait face à soit des reliques de ce que ça a été, soit des exemples de ce que ça ne devrait pas être à nouveau, et des livres, des films. Pour moi, il y a 2 approches possibles. Soit on peut les conserver à titre de témoignage de ce que c'était, parce qu'effectivement, ça pose la question notamment des Noirs, où on met des personnages de Noirs dans des séries ou des choses qui ont lieu au XVIIe siècle. Effectivement, il y a des personnes qui disent « mais c'est faux, à cette époque-là, on ne pouvait pas ». Et ça montre aussi que, oui, c'est le problème de l'esclavage, etc. Et ne pas mettre ça de côté sous le tapis. Et en même temps, donc, il faut trouver le juste milieu entre permettre qu'il y ait des personnages noirs ou des personnages femmes importants aujourd'hui, conserver des traces de l'ancien, parce que ça, c'est un point d'appui pour montrer ce que c'était à l'époque. Et à la fois, effectivement, les choses très fictives, comme je donnais l'exemple de la petite sirène, où effectivement, ma foi, c'est un truc complètement inventé. Je vois vraiment pas pourquoi on pourrait pas faire une petite sirène noire, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. On parle d'une sirène. Voilà, donc c'est voilà. Donc c'est des choses. Je pense que ça dépend comment on l'utilise et quelle approche on a dans quel contexte, quoi. Mais voilà. Je sais pas si vous voulez. La question, c'était un peu par rapport à la cancel culture et tout ça. Aussi, oui. Qu'est-ce qu'on fait de choses Là, par exemple, il y a la question qui se pose par rapport à Picasso, en fait, qui est donc quelqu'un qui était très très violent avec les femmes.
qui a violé des femmes, des mineurs, enfin voilà. Et puis donc, ces toiles sont toujours très bien vendues et il est toujours très coté. Il y en a plein, alors, c'est ça. Là-dessus, je peux conseiller il y a le podcast qui s'appelle Vénus s'épilait-elle la chatte, qui est super. Il y a un épisode sur Picasso où elle interviewe donc une personne qui voulait écrire un livre sur Picasso, mais elle a découvert qui il était en fait. Donc son livre, il a totalement changé, il a totalement changé de voix. Et elle, ce qu'elle préconise, c'est d'être honnête en fait sur les œuvres. C'est-à-dire qu'à l'affichage des œuvres, on explique que là, cette femme qui est peinte, il l'avait battue juste avant. Et voilà, c'est ça. Et ça peut être possible pour les films à la télé aussi. Il y a aussi un podcast de Programme B où ils ont interviewé le programmateur de France Télévisions par rapport à Gérard Depardieu. Donc, ils avaient d'abord fait le choix de ne plus diffuser de films où il apparaissait. Finalement, ils diffusent quand même des films où il n'a pas un rôle forcément principal. Mais ça pénalise les autres acteurs. Ça pénalise les autres acteurs, le travail de tout le monde, ça c'est sûr. Voilà, est-ce qu'il est possible qu'avant le film, ils affichent un bandeau qui explique que voilà, cette personne, elle a... Moi, je serais peut-être pour ça, en fait, pour peut-être afficher de façon honnête ce que Disney... Alors, Disney Plus a fait ça sur sa plateforme par rapport aux dessins animés où il y a des représentations racistes, en fait, de certaines communautés. Pourquoi pas ? Après, ça reste dans l'éducation aussi. Quand les parents regardent des films avec leurs enfants, je pense que c'est important de leur expliquer ce qu'ils sont en train de voir et tout, quoi. Après, je reviens sur le clivage de la société, tout le monde ne le fera pas. Moi, je suis pas forcément pour qu'on supprime, mais par contre, je suis pour qu'on soit honnête. Il faut que ça change à partir de maintenant. Ouais, voilà. C'est ça. Oui. L'important, c'est ça. Bien sûr, c'est de prendre en compte maintenant et que les choses aient évolué et que voilà. Et puis je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée d'expliquer, comme tu disais, et après les gens font leur choix. Et en fait, naturellement, il faut avoir confiance aussi en les gens s'ils n'ont pas envie de regarder parce que cette personne-là, ils n'aiment pas trop ce que cette personne a fait, ils vont pas le faire. Et l'exemple assez marquant, c'était, alors je sais plus son nom, les noms d'acteurs à chaque fois, mais celui qui avait été accusé aussi, House of Cards, qui jouait dans David Carey. Oui, non. Daniel Carey. C'est comment ? Je sais plus son nom. Enfin bon, bref, il y a eu ces accusations et le film qu'il a tourné après, ça a été un flop monstrueux parce que les gens ils voulaient pas aller voir tout simplement. En fait, ils avaient pas envie d'aller voir ce gars-là et Gérard Depardieu, c'est un peu pareil quoi, ses derniers films. Donc on en fait tout un truc énorme, mais au final, les gens ils vont payer pour aller voir le film ou ils vont pas payer pour aller voir et en fonction de ce qu'ils savent sur la personne. Et c'est important d'en parler, comme tu disais, avec mettre des petits trucs ou expliquer les œuvres d'art et tout ça. Moi je trouve ça super. Après voilà, est-ce que tu as envie de rester devant 5 minutes devant une œuvre d'art où on te dit que c'est une gamine qui a été violée, peut-être pas quoi, donc tu vas peut-être plus vite passer et puis après ça va faire tout un système de non, les gens ils sont pas trop intéressés dans cette expo, on va peut-être retirer cette expo et voilà, il y a même pas besoin de cancel en fait, c'est juste les... Il y a le musée africain à Bruxelles, j'espère que c'est le bon nom mais je crois que c'est le musée africain, justement qui avait une polémique. Et en fait, il y avait des œuvres d'art qui sont très problématiques, c'est-à-dire qui représentent des esclaves dans des situations pas forcément très valorisantes. Sauf qu'il y avait des personnes qui ont dit non, on ne veut pas que ce soit enlevé parce que c'est un témoignage de mémoire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regroupé ces œuvres d'art, entre guillemets, ces statues, etc., dans un espace où effectivement l'histoire est expliquée. Et donc, libre aux personnes d'aller voir. Et je trouvais ça aussi, il y a une partie un peu très respectueuse qui dit aussi que c'est très blessant aussi pour les personnes. Donc, de voir qu'ils n'ont pas forcément envie d'être confrontés à ça. Et d'autres, à l'inverse, qui peuvent s'en servir pour expliquer aux enfants ce qui a été fait ou à d'autres à titre de mémoire. Et je trouvais que c'était intéressant le fait de conserver, mais de mettre à l'écart aussi dans le symbole, c'est-à-dire la mise à l'écart, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de ça, mais ça reste des œuvres et ça a fait partie de la construction de l'humanité aussi. Donc, voilà. Oui, toujours sur un peu la question de la cancel culture. Jusqu'à présent, vous avez donné des exemples assez nets. Gérard Depardieu, il n'y a pas trop de doutes. Les œuvres d'art racistes, c'est pareil, il n'y a pas trop de doutes sur l'objet en lui-même. Mais il y a des objets culturels beaucoup plus répandus qui véhiculent des images de la femme, pour en revenir à ça, mais aussi du racisme ordinaire, du sexisme, de toutes ces choses-là. Je vais prendre un exemple assez bête, les Disney.
les tout premiers, La princesse en détresse, Le prince charmant, Une agression sexuelle pour la réveiller. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres-là quand on les... Alors, quand on les montre à nos enfants, j'espère, comme moi j'essaie de... On choisit de les montrer ou pas. Voilà. Oui, on choisit de montrer un Disney, c'est difficile, hein, on a tous... Moi j'ai des enfants, peut-être comme vous, c'est compliqué, il y a un bain culturel, le Disney il le passe à l'école aussi, donc on ne choisit pas forcément. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres-là? Est-ce qu'on arrête de les diffuser? Est-ce qu'on les contextualise un peu plus fortement qu'elles le sont aujourd'hui? Et comment on amène les parents, notamment, parce que c'est majoritairement des œuvres jeunesse dont je parle là, comment on les accompagne pour faire ce travail-là? Il y a un certain nombre de livres qui a été fait aussi sur le féminisme et qu'est-ce qu'une éducation féministe. Et donc, justement, le fait de faire prendre conscience aux adultes de ça, et des images véhiculées et dont on n'a pas forcément, parce que moi j'ai vu typiquement Blanche-Neige et les 7 nains quand j'étais petite, forcément, si j'avais pas ce recul-là féministe, je verrais pas forcément le film sous ce prisme-là. Et une fois qu'on a expliqué, ça laisse quand même le choix aux parents et aux enseignants de l'utiliser ou pas, et après de l'expliquer ou pas. Mais ça met comment je veux dire, ça le questionne en tout cas. Donc ça a au moins l'intérêt de re-questionner les choses. Donc, alors moi pour ma part, je l'ai pas utilisé sur mes enfants. Est-ce que ça fonctionne? Je veux dire, Bambi n'a pas créé un mouvement anti-chasse non plus. Hein. Sans déconner, ça pourrait. Après, moi je voulais rebondir en fait sur l'optimisme ou le pessimisme en fait. J'ai écouté les ateliers toute l'après-midi, j'ai écouté tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant et j'ai l'impression qu'en fait il y a quand même une notion, on parlait des luttes qui convergent. Moi ce que j'entends surtout c'est justement il y en a plein, des petites luttes et est-ce que finalement la cancel culture ou Netflix ou toutes ces choses-là qui vont donner l'impression d'une diversité ne vont pas finalement créer une diversité de luttes qui va rendre ces luttes finalement concurrentielles, moins visibles et puis presque risibles et puis finalement on va être là avec notre féminisme chacun dans notre coin à vouloir lutter alors que finalement c'est divisé pour mieux régner. Et alors je suis pas du tout complotiste ou quoi mais je veux dire c'est du vécu aussi au bout d'un moment c'est vrai que c'est l'impression que chacun vit dans son coin et puis finalement le patriarcat, en tout cas même finalement le gouvernement, le politique actuellement, on a quand même un président qui nous dit qu'il faut qu'on fasse des enfants, de rien, je veux dire c'est quand même un fait. Est-ce que finalement ces luttes, elles ont une vraie visibilité, elles ont encore du sens et est-ce qu'il y a, je sais que j'insiste là-dessus, mais est-ce qu'il y a encore de l'espoir ou pas parce que quand on prend un tout petit peu de recul et qu'on analyse vraiment la situation, j'ai l'impression que ça se disperse et puis du coup il n'y a pas de sens au fond. Je discutais au moment de votre intervention de la nécessité d'une définition aussi. Est-ce qu'on parle d'égalité? Est-ce qu'on parle d'équité? C'est vrai que personnellement je suis plutôt du côté de l'équité. Mais est-ce que finalement toutes ces définitions différentes et puis toutes ces visions et toutes ces luttes, elles ne font pas l'inverse de ce qu'on voudrait moi je sais que dans mon livre, je me suis posé la question, est-ce que ça dilue pas les revendications? Est-ce que finalement, il n'y a pas une espèce de concurrence à se dire, parce que justement, dans les années 70, au moment du MLF, il y avait un peu le côté, puis il y avait certaines autrices aussi qui disaient, oui, mais en gros, le racisme, c'est plus dénoncé, mais le sexisme, ça passe encore. C'est, ça reste... il y a un côté plus acceptable. Mais finalement, on s'aperçoit que quand on se rejoint, il y a forcément, par exemple là, typiquement le féminisme en France, ça va concerner peut-être plus les femmes blanches, mais du coup, elles vont apporter dans leur sillage, il y a forcément des luttes qui vont se greffer, et au final, cet effet concurrentiel, enfin moi, c'est mon ressenti, mais je peux peut-être me tromper, j'ai pas l'impression qu'il y a une concurrence, et finalement, j'ai plus l'impression que ça va amener un effet d'entraînement. Et ça va aussi, le fait qu'après, il y a d'autres livres sur l'expérience de femmes noires, par exemple, ça va rajouter et ça va mettre en lumière d'autres points de vue qui vont compléter
et qui vont amplifier encore tout ce qui est fait directement sur le sexisme. Donc moi j'ai plutôt l'impression qu'au contraire ça va comment dire, nourrir le plus gros, le combat qu'on voit le plus, qui est partagé par le plus grand nombre, mais finalement c'est une mise en lumière l'un de l'autre, quoi. Donc ça les alimente plus que ça les dit. C'est mon sentiment personnel, mais après voilà. Mais et pour ce qui est de l'égalité ou l'égalité, c'est ce qu'on en discutait tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on met le curseur. C'est ça, c'est-à-dire que typiquement, moi j'avais donné l'exemple des toilettes. Est-ce que l'égalité, c'est de mettre 3 toilettes pour des femmes, 3 toilettes pour les hommes? Ou est-ce que l'égalité, c'est il faut que le temps d'attente et l'accès aux toilettes soit le même pour les hommes et les femmes, et du coup, on en met 3 pour les hommes et 6 pour les femmes. Donc ça dépend où on met le curseur. Mais c'est aussi un point d'attention, parce que ça peut aussi être instrumentalisé par d'autres hommes qui vont dire non, on veut exactement l'égalité, alors qu'on sait que le vécu n'est pas le même. Et typiquement, moi j'avais quelqu'un qui me disait de manière très cynique, mais je vois pas pourquoi les femmes elles peuvent pas sortir à 3h du mat comme ça dans n'importe quel quartier. Moi je vois pourquoi. Donc vous voyez, lui dans l'égalité, dans les faits, oui bien sûr qu'on peut tout à fait décider d'aller à 3h du mat dans des quartiers qui craignent, voilà, mais on sait très bien que les risques ne sont absolument pas les mêmes pour un homme et pour une femme. Donc l'égalité, elle est où on la place. La vraie égalité, c'est de dire, on met les moyens pour sécuriser les lieux pour tout le monde, pour que les femmes elles puissent y aller. Donc, ça, pour moi, c'est la notion d'équité et d'égalité, elles se rejoignent, mais c'est plutôt où est-ce qu'on met le curseur, où est-ce qu'on le place. Moi, juste si je peux ajouter quelque chose, oui, moi aussi, je pense que ça ne se dilue pas et que ça se nourrit, parce qu'en fait, une fois qu'on est dedans, on voit beaucoup de choses, mais en fait, pour rallier des personnes à ça, des fois, il y a des choses que les personnes vont trouver trop radicales, et travailler du coup sur quelque chose de plus petit. Par exemple, le compte Pépite Sexiste, je sais pas si vous voyez, si à un moment donné, ça parle à quelques personnes, c'est une entrée, en fait, dans toute... cette grande famille de la convergence des luttes, du féminisme et tout ça. Je pense que ça que ça sert, en fait, d'avoir des petits vaisseaux qui vont partout et s'éparpiller pour pouvoir récupérer du monde. En fait, moi je le vois aussi comme ça. Je retiens pas les mots, je suis désolée, mais les féministes transphobes aussi, avec la sortie de je ne sais plus quel livre. Transmania, ouais. Pour moi, elles s'appellent plus féministes, elles sont. Oui, c'est elles-mêmes qui le disent, quoi. Ça n'amène pas finalement, ça décrédibilise pas finalement tout. Là, ça relève plus du bad buzz qu'autre chose. Ouais, mais c'est vrai qu'elles se réclament. Elles, si tu leur poses la question, elles vont dire non, nous on est féministes, et en plus elles vont dire non, on n'est pas transphobes. Et là, on dit bon. Mais c'est intéressant parce que moi j'ai pas mal travaillé sur le féminisme conservateur. Ça existe, il y a des gens qui se revendiquent féministes conservateurs parce que leur féminisme, c'est le féminisme de la première vague en gros. Donc c'est vraiment la base de la base du féminisme. Mais en gros, c'est cette idée. C'est marrant parce qu'ils arrivent à dire non, moi c'est ce féminisme-là. En fait, c'est réactionnaire vu que, comme on disait tout à l'heure, on est dans une société mais ultra méga féministe du coup. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est l'usage du terme féminisme qui n'était pas utilisé au tout début des luttes, c'était les luttes pour les droits des femmes, et du coup c'était une cause pour les femmes en fait, et c'était toujours centré sur les femmes en tant que femmes, et c'est seulement après qu'on a utilisé le terme féminisme, et là maintenant on utilise encore ce terme féminisme, mais quand on parle par exemple des TERF, on parle plutôt d'une cause des femmes, elles-mêmes elles se décrivent comme féministes, donc elles ramènent vraiment à l'identité féminine, à la pour elle, voilà, en fait, il faut que tu aies un utérus. À la nature. Voilà, c'est ça, c'est très, très naturel. Au sexe, très pas au genre, en fait. C'est l'essence même qui rappelle un peu, justement, c'est vrai, les combats féministes au tout début, où pour avoir le droit de vote, elles parlaient, les femmes, du fait que, en tant que femmes, elles ont des trucs particuliers, voilà, elles sont douces, elles sont sensibles, elles s'occupent des enfants, alors que les hommes, ils vont boire et tout ça, ils sont un peu vulgaires, ils sont ça. Nous, on incarne ça, et du coup, on a le droit de vote. On mérite le droit de vote. Et ça fait partie de la stratégie qu'elles ont utilisée, mais c'était vraiment l'idée de cause des femmes, c'était pas féminisme. Et du coup, c'est intéressant maintenant que le terme féministe est mis un peu partout, n'importe comment, pour chaque cause défendue par un groupe de femmes, en fait. Et c'est là peut-être où il faut faire attention au langage qu'on utilise. Oui, parce que, comme tu disais, Antoinette Fouque, qui est l'une des créatrices du MLF, elle se revendiquait pas. À un moment, elle disait « je ne veux pas être assimilée à des féministes ».
enfin, pas assimilée à du féminisme, mais comment elle se décrivait pas comme féministe, elle se disait plus dans une lutte féminine pour rassembler toutes les femmes, et y compris parce qu'à l'époque, évidemment, le féminisme n'était pas vu comme il est vu aujourd'hui, et elle avait dans l'idée de rassembler un maximum de femmes. Donc elle voulait pas rebuter certaines femmes par rapport à ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Elle trouvait ça plus... C'est intéressant parce que les racines, même quand on regarde un peu les racines des mouvements un peu transphobes actuels, se trouvent aussi dans un décalage qu'il y a eu un moment dans les années, je crois que c'était 70, ouais, aux États-Unis en particulier, où il y a eu ce décalage en mode des femmes qui, en fait, ont décidé que le féminisme, ça allait être vraiment quelque chose de beaucoup plus large que l'idée de l'égalité des femmes, ça allait être quelque chose de beaucoup plus culturel, c'est-à-dire que en fait, il faut juste qu'on s'éloigne des hommes, de leurs valeurs. Et du coup, c'est ce qui a donné un peu naissance aussi au lesbianisme politique, c'est-à-dire des femmes qui décident vraiment d'abandonner l'hétérosexualité, parce qu'en fait, l'hétérosexualité, c'est vraiment le paroxysme du patriarcat. Tant qu'on n'abandonne pas ça, on n'avancera pas. Et en fait, il y a eu un peu cette idée que les femmes entre elles, c'était positif, c'était des valeurs positives et tout ça. On retourne mais encore une fois, voilà, c'est très centré sur la femme en tant que... appareil reproducteur, enfin les essences, ce côté très essentialiste et tout ça, et qui maintenant qui se retrouve un peu aussi dans le mouvement transphobe, cette idée de ah non, les femmes trans c'est des hommes, on veut pas des hommes dans nos mouvements, ils vont contaminer nos mouvements, et ça remonte en fait à cette histoire-là de séparation un peu du féminisme qu'il y a eu à ce moment-là. Après, je sais pas si ça décrédibilise, qui décrédibilise en fait, c'est les mêmes en fait qui... Moi, enfin, je pense que c'est des personnes qu'il faut mettre de côté, en fait. Il y a des personnes avec qui on peut pas... Là, quand on est avec les élèves, c'est cool parce que c'est des personnes en construction. Mais avec moi, des adultes... moi, je vais pas discuter avec quelqu'un d'extrême droite sur ce type de sujet. On est fondamentalement opposés. Donc, je le trouve aussi ridicule qu'il doit me trouver ridicule, en fait. Je sais pas. Mais pour moi, au-delà de... En fait, à ce moment-là, c'est même plus une question d'essayer de convaincre un individu, parce qu'en fait, c'est juste le reflet aussi de politique d'État, d'affect. J'aime bien le terme d'affect, parce que c'est... En fait, j'y étais hier, j'étais à un meeting du Rassemblement national, et c'est marrant, l'excitation qu'il y a dès qu'on parle d'affect raciste, on parle des morts dans la Méditerranée, et voilà, c'est dehors, ouais, rentrez chez vous, et c'est... il y a une espèce de joie et de titillement d'avoir ces affects-là, plutôt que des affects humanistes, des affects de ça, où là, c'est un peu chiant, les wokistes, ils nous font chier, tout ça. Mais c'est marrant, parce que et c'est pour moi, c'est là où il y a vraiment un gros combat à mener, c'est de proposer d'autres types d'affects, des affects beaucoup plus sur le commun, sur vivre ensemble et tout ça, mais aussi à les dénoncer. Je suis désolée, mais quand Emmanuel Macron se dit... encore une fois défenseur de la cause féministe, et je l'ai vu, alors là j'étais vraiment hors de moi quand j'étais à la bibliothèque dans un musée en Angleterre, j'ouvre un bouquin sur la masculinité toxique, je me suis dit tiens curieux, je vais regarder ce qu'il met dedans, et puis alors il me disait des modèles de masculinité positive comme Emmanuel Macron. Quoi ? Pardon ? Ça m'a bien fait rire ça, et j'ai fait oh, et j'en ai parlé dans mon bouquin tellement j'étais énervée, mais non mais c'est intéressant de voir aussi l'hypocrisie et tout ça à ce niveau-là, et à quel point c'est pas parce qu'on dit qu'on est féministe qu'on l'est, c'est pas quelque chose qu'on met sur soi, un label, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, et on voit que le gouvernement, clairement, il y a un décalage. Enfin, je veux dire, quand Aurore Berger, aussi, qui est ministre des Familles, je sais plus quoi, elle accueille des transphobes dans son cabinet, enfin, je veux dire, il y a un moment, voilà, le message est clair, et si eux le font, pourquoi est-ce que les individus qui vivent dans la société dans laquelle nous vivons ne le feraient pas, en fait, si on leur donne la permission, en fait. Je sais que le sujet est vaste et que j'imagine que le public a encore pas mal de questions, mais je vois malheureusement l'heure qui tourne, et je pense qu'il faut qu'on arrête la table ronde pour ce soir. Peut-être on reconduira l'événement sous une autre forme. En tout cas, merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.